On va parler d'un sujet assez préoccupant aujourd'hui, une tendance médicale qui est en train de complètement inverser des décennies de progrès. On pensait vraiment gagner la bataille contre le cancer colorectal, mais une nouvelle réalité est en train d'émerger. Et le plus surprenant, c'est qu'elle touche les plus jeunes d'entre nous. Allez, on plonge au cœur de ce phénomène pour y voir plus clair. Alors là, on est face à un véritable paradoxe. C'est assez fou en fait. D'un côté, on a une excellente nouvelle, les cas de cancer colorectal diminuent de façon constante chez les plus de 50 ans. C'est une vraie victoire de la santé publique. Mais de l'autre, il y a une ombre au tableau et elle est de taille. Le nombre de cas chez les moins de 55 ans, lui, a quasiment doublé en seulement 10 ans. Doublé! C'est une augmentation spectaculaire et, il faut le dire, très inquiétante. On va donc se pencher sur cette tendance inversée. C'est un vrai casse-tête pour le monde médical. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer un revirement pareil? Et attention, ce n'est pas juste un petit pic récent, non. C'est une tendance de fond qu'on observe depuis le milieu des années 90. Une augmentation lente, certes, mais implacable. Environ 2% par an chaque année, et à force de s'accumuler, ça a créé la situation d'urgence qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, pour bien comprendre, regardons un peu l'échelle réelle de cette menace. Les chiffres qui suivent montrent à quel point le paysage de ce cancer est en train de changer. Pour mettre les choses en perspective, les projections pour 2025 sont claires. Un diagnostic de cancer colorectal sur 5, donc 20%, sera posé chez une personne de moins de 55 ans. On ne parle plus de cas exceptionnels, mais bien d'une part très significative du problème global. Et là, ce graphique montre vraiment la gravité de la situation. Regardez bien ces classements. Chez les personnes de moins de 50 ans, le cancer colorectal est devenu la première cause de décès par cancer chez les hommes et la deuxième chez les femmes. C'est un changement radical et franchement alarmant par rapport à il y a quelques décennies. Alors face à une telle hausse, la question qui brûle les lèvres, c'est pourquoi ? Pourquoi maintenant ? L'enquête pour trouver les causes est lancée, mais les réponses ne sont pas simples. Le premier réflexe quand on pense à un cancer précoce, c'est la génétique. Et c'est une piste, bien sûr, mais ici elle est loin de tout expliquer. Alors si les gènes ne sont pas les seuls responsables, où est-ce qu'il faut chercher ? Ce graphique, il est essentiel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les facteurs purement héréditaires, ça ne représente qu'environ 15% des cas. Ça veut dire que l'immense majorité, 85%, est liée à autre chose, à notre environnement, à notre mode de vie et à des facteurs qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Du coup, les chercheurs se concentrent sur ces pistes-là. Et les principaux suspects sont sur la table. Une alimentation de plus en plus riche en produits ultra transformés, des modes de vie de plus en plus sédentaires et bien sûr l'augmentation générale de l'obésité. Il y a aussi l'hypothèse de déclencheurs environnementaux, des choses dans notre air ou notre eau qui restent encore un peu mystérieux. Bon, face à cette crise, la communauté médicale ne reste évidemment pas les bras croisés. Voyons un peu comment la stratégie de lutte est en train de s'adapter à cette nouvelle donne. La mesure la plus concrète, la plus visible, a été de revoir les recommandations de dépistage. Des organismes comme l'American Cancer Society ont pris une décision forte. L'âge recommandé pour un premier dépistage a été abaissé. On est passé de 50 ans à 45 ans. C'est une réponse directe pour essayer d'attraper la maladie plus tôt chez ces nouvelles populations à risque. Mais la riposte, ce n'est pas que le dépistage. La recherche scientifique s'accélère pour comprendre une question clé. Qu'est-ce qui, spécifiquement, rend les jeunes adultes plus vulnérables ? Le but, c'est d'identifier leurs propres facteurs de risque pour pouvoir, à terme, créer des stratégies de prévention qui soient vraiment sur mesure. Tout ça nous amène à la stratégie pour l'avenir. Il est de plus en plus clair qu'il faut un changement de mentalité, un changement axé sur beaucoup plus de prévention et une vigilance de tous les instants. Le point à retenir, vraiment, c'est cette nouvelle stratégie en 3 temps. D'abord, il faut une bien meilleure sensibilisation pour que chacun puisse reconnaître les symptômes le plus tôt possible. Ensuite, la prévention active, qui passe surtout par l'alimentation et l'activité physique. Et enfin, bien sûr, respecter les nouvelles recommandations de dépistage qui sont maintenant plus précoces. C'est un tout. Et on termine sur cette question qui fait un peu froid dans le dos. Il faut savoir que ce n'est pas juste une hypothèse en l'air, c'est une projection sérieuse basée sur les tendances actuelles. Si rien ne change radicalement, la réponse pourrait bien être oui. C'est une pensée qui nous rappelle l'urgence d'agir à la fois collectivement et individuellement, et ce, dès maintenant.